Bonjour à tous, on va corriger ensemble un exercice de magnétostatique qui s'appelle câble coaxial, qui est un exercice somme toute très classique. Donc on a un câble utilisé dans un circuit électrique. Lame est parcourue par un courant I réparti uniformément dans son volume, que j'ai représenté moi en bleu dans la vue de dessus, qui correspond à ce qui est représenté ici, à l'âme du câble. Donc c'est ici que monte le courant. Voilà. Et on nous dit qu'il y a une gaine qui est parcourue par un courant moins I qui est réparti uniquement sur la surface, donc ici sur les côtés, un courant qui descend, donc un courant I descendant. Et dans un premier temps, on me demande de donner le vecteur densité volumique de courant dans l'âme. Donc on va tout simplement écrire la relation on sait que l'intensité c'est égal à l'intégrale de J scalaire ds, et on va intégrer sur la surface de l'âme, c'est-à-dire la surface bleue ici. Et donc comme J est uniforme, d'après l'énoncé, eh bien on a tout simplement que I est égal à J scalaire S. Et donc la surface, c'est un cercle de rayon A1, donc ça fait J fois pi fois A1 au carré. Et donc on en déduit que J est égal à I divisé par pi A1 au carré, ici dans l'âme du câble. Donc ensuite, on veut calculer le champ magnétostatique créé en tout point de l'espace par cette distribution de courant. Donc on y va. Donc on va avoir la situation suivante. Donc on va travailler évidemment en coordonnées cylindriques. Donc je vais prendre un point M n'importe où, par exemple ici, et je vais le repérer par ses coordonnées cylindriques, donc le rayon R, le vecteur ER, le vecteur Eθ et le vecteur EZ qui viendrait vers vous ici, au point M. Et donc je vais essayer de discuter des symétries et des invariances, et donc c'est, je pense, assez flagrant qu'ici MEREZ, c'est-à-dire le plan qui coupe le cylindre en deux, passant par O exactement comme cela ici. Et bien, ce plan-là est un plan de symétrie de la distribution de courant. Donc, un plan d'antisymétrie de B. Donc on en déduit que B de M est directement un Bθ ici de Rθz selon les Z. Et ensuite on a une invariance, déjà par rotation d'angle θ. Et ensuite, si on considère que le cylindre est infini, alors on ne nous le dit absolument pas, mais on pourrait le supposer, on va pour l'instant faire comme si le cylindre n'était pas forcément infini, et bien dans ce cas-là, on obtient tout simplement que B de M est égal à Bθ de Rz selon EZ, et donc ça va être suffisant pour, selon Eθ, pardon, je écris ici n'importe quoi, évidemment le MEREZ est un plan de symétrie des courants, donc un plan d'antisymétrie de B, donc B est orthogonal à ce plan, donc évidemment il est porté par le vecteur Eθ, pardon pour cette petite confusion. Et donc maintenant je vais poser un contour d'ampère, et le contour d'ampère que je vais prendre c'est évidemment ici un cercle de centre O, et que je vais orienter dans un sens qui m'intéresse, qui est le sens ici trigo, donc c'est un cercle, le centre O, et de rayon petit r. Et ensuite, je vais appliquer le théorème d'Ampère sur ce contour. Le théorème d'Ampère me dit que la circulation sur ce contour fermé de B scalaire dl est égale à mu0 I enlacé, avec B scalaire dl, tout du moins la circulation sur le contour de B scalaire dl qui vaut tout simplement 2pi r Bθ, puisque Bθ ne dépend pas de θ. Donc comme le dl c'est r dθ, on peut le sortir de l'intégrale. Et I enlacé, on va faire une disjonction de K.
Donc on va faire 3 cas. Si R est plus petit que A1, si R est compris entre A2 et A1, et si R est plus grand que A2. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas avoir la même physique. Donc si R est compris entre est plus petit que A1, je vais faire un petit peu plus petit mes dessins. Si R est plus petit que A1, mon contour d'ampère, je vais le représenter en rouge ici, va être comme cela. Et donc les courants que j'enlace ne vont être que les courants ici à l'intérieur de la surface délimitée par ce contour fermé. Et donc I enlacé, dans ce cas-là, ce serait égal à l'intégrale sur la surface délimitée par le contour rouge de J scalaire ds. Et ici, comme J est uniforme, ça ferait directement J fois pi petit r carré. Et comme J, c'est grand I sur pi A1 carré, ça fait I r carré sur A1 carré. Dans le cas où... je vais faire que 2 cas sur voilà, sur ma page, sinon on va plus rien voir. Pardon. Hop. Donc dans le cas ici où R est compris entre les deux, ben c'est le cas entre guillemets un petit peu plus simple, puisque là vous enlacez directement toute lame. Donc I enlacé, c'est directement I. Et enfin, dans le cas où R est plus grand que A2, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Je vais réduire un petit peu. Voilà. Donc cette fois-ci, mon contour d'ampère encadre parfaitement et à l'extérieur. Et donc là, j'ai comme courant enlacé eh bien, le plus I du courant qui traverse toute lame. Mais attention, j'ai le courant qui traverse la gaine en surface et qui redescend, qui est donc compté en moins I, ce qui me fait ici 0. Donc bilan, maintenant, j'ai que si R est plus petit que A1, B de M, on avait mu0 fois, ça fait mu0 I R carré, divisé par 2 pi petit r A1 carré selon Eθ. Si R est compris entre A2 et A1, donc ça fait, je peux le simplifier, ça fait mu0 I R, divisé par 2 pi A1 carré selon Eθ. Si R est compris entre A2 et A1, eh bien, je vais obtenir que B de M est égal à mu0 I sur 2 pi R, selon Eθ. Et si R est plus grand que A2, je vais obtenir que B de M est directement nul. Donc voilà ce que j'obtiens comme champ magnétique. Et donc on peut le représenter maintenant. C'est assez intéressant. Donc vous avez B θ de R ici, en fonction de R, avec les bornes que sont A1 et A2. Voilà. Donc ça, c'est A1 et A2. Donc pour R plus petit que A1, on a un champ qui est affine, tout du moins linéaire, ici, jusqu'à atteindre la valeur mu0 I sur 2 pi A1. Ensuite, je repars avec la nouvelle expression qui est mu0 I sur 2 pi R, donc je repars bien de mu0 I sur 2 pi A1. Puis j'ai une décroissance en 1 sur R, jusqu'à atteindre mu0 I sur 2 pi A2. Et ensuite, cette fois-ci, je traverse une nappe surfacique, et donc j'ai une discontinuité de B qui se fait pour atteindre 0. Voilà. Alors, question numéro 3, on me dit qu'on considère la surface verticale de hauteur H découpée dans l'isolant, représentée sur la figure précédente, et calculer le flux de B à travers cette surface. Donc là, on va se prendre une vue en coupe. Donc la vue en coupe, Z et X. Donc cette fois-ci, on a le cylindre qui serait vu comme cela.
Hop, pardon, je vais le dessiner un peu mieux. Et donc nous, on va s'intéresser à la surface qui est délimitée par une hauteur petit h, et qui est donc finalement cette surface, ici. Donc de côté, entre A1 et A2, alors c'est mal dessiné, c'est entre A1 et A2. Voilà, ici, donc ça nous fait A1, ça nous fait A2, et ici, j'aurai l'âme au centre. Voilà ce que j'avais représenté tout à l'heure en bleu. Et donc moi, je vais devoir calculer le flux de B à travers la surface que j'ai tracée en rouge, qui est de hauteur petit h. Voilà. Donc la surface, on va l'orienter dans le même sens que B. Donc B, ici, on a vu qu'il était selon Eθ. Donc si je prends un point M, ici, le champ B est selon Eθ. Donc comme on veut calculer l'inductance propre, en fait, il faudrait orienter proprement le contour en vue de l'intensité. Et comme l'inductance propre, l'auto-induction, elle se fait dans le même circuit que le circuit inducteur, on a B et ds qui sont en réalité dans le même sens. Et donc, on va calculer le flux à travers cette surface. Et donc, le flux, ça s'écrit intégrale de B scalaire ds sur la surface rouge, ici. Et ici, le ds est un ds à θ constant, donc on doit intégrer, selon dθ, c'est un dr dz, pardon. Et B, c'est mu0 i sur 2πr, puisque ici, je suis dans le cas où je suis entre les deux, entre l'âme et la gaine, et donc je dois intégrer finalement entre 0 et h, et r, je dois l'intégrer entre A1 et A2, de mu0i sur 2πr dr dz. Et donc en séparant les intégrales, j'obtiens que le flux est égal à mu0i sur 2π. L'intégrale sur dz, ça fait intégrale de 0 à h de dz, intégrale de A1 à A2 de dr sur r. Et donc ce flux est égal à mu0 sur 2π h ln de A2 sur A1. Et le tout multiplié par i, attention de ne pas l'oublier, ne faites pas comme moi, ici. Très bien, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir maintenant déterminer le coefficient d'auto-induction qui est flux sur i, et ensuite le coefficient d'auto-induction par unité de longueur. Donc ici on a L qui est le flux sur I, qui est donc égal à mu0 sur 2π h ln de A2 sur A1. Puis, ce qu'ils ont appelé lambda, c'est tout simplement L sur la hauteur du tronçon. C'est une inductance linéique, donc ça me fait mu0 sur 2π ln de A2 sur A1. Donc voilà ce que j'obtiens ici. Et enfin, on me donne le gamma, et on me demande de trouver une petite relation entre gamma et lambda. Donc gamma, c'est 2π epsilon 0. 2π epsilon 0 divisé par ln de A2 sur A1. Et on remarque quelque chose d'assez sympathique, c'est que gamma fois lambda, si vous multipliez les deux, les ln se simplifient, les 2π aussi, et il reste en réalité epsilon 0 mu 0. Et on montrera un petit peu plus tard dans l'année que ça, c'est 1 sur la célérité de la lumière au carré dans le vide. Donc voilà pour cet exercice sur le câble coaxial. Il est intéressant dans la mesure où il permet de continuer de calculer des champs magnétostatiques avec l'application du théorème d'Ampère. On voit la différence entre une distribution, une nappe volumique avec continuité du courant, du champ B, et une nappe surfacique avec discontinuité de B. Et donc s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.